Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi? Pourquoi ils font ce qu'ils font? On est revenu à un discours productiviste de sacralisation du travail qui est nécessaire justement pour faire accepter le travail dégradé et dégradant. Libération, self-made man, etc., etc. Bon, c'est du bidon, c'est du pipeau. Les gens ont tendance à dire que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode pilote du tout nouveau podcast Socio-Anthropo. Aujourd'hui, on va vous expliquer en quoi consistera ce podcast, et puis on vous expliquera un peu c'est quoi la sociologie, l'anthropologie, à quoi ça sert, etc. Mais d'abord, on va faire un petit tour de table pour que tout le monde puisse se présenter. Donc salut, moi c'est Lily, je suis étudiante à l'ULB en sociologie-anthropologie, en BA3. Hello, moi c'est Margot, je suis également en sociologie et anthropologie à l'ULB, en 3e. Salut à toutes et à tous, moi c'est Guillaume et comme les autres, je suis en socio-anthropo à l'ULB en 3e bac. Et moi c'est Nicolas, je suis aussi en 3e année et on fait tous partie du cercle de sociologie et anthropologie qui est à l'ULB et on vous en reparlera un peu à la toute fin du podcast. Alors, entrons dans le vif du sujet, pourquoi cette émission ? Notre objectif, c'est de discuter à chaque épisode d'un thème général abordé par les sciences sociales, par exemple le travail ou l'éducation. Et sur ces sujets, on va essayer de vous sélectionner ce qui nous paraît le plus intéressant et permettra, on l'espère, de créer des réflexions chez nos auditeurs et nos auditrices et montrer la pertinence que peuvent avoir des grilles d'analyse socio-anthropologique pour aborder des questions en tout genre. Notre but, c'est pas de donner des cours magistraux ou quoi que ce soit, donc on va essayer de mélanger les savoirs froids et les savoirs chauds, c'est-à-dire ce qu'on appelle les savoirs froids, c'est plutôt ce qui renvoie à la théorie, au savoir pur, les notions, etc. Et puis les savoirs chauds, ça ramène plus à notre expérience, à notre vécu. Donc voilà. Pour ce premier épisode, on se disait qu'on pourrait faire un truc un peu méta, c'est-à-dire qu'on va prendre la sociologie et l'anthropologie comme sujet de discussion. On va aborder des questions fondamentales ou récurrentes quand on parle de sociologie et anthropologie. Par exemple, c'est quoi la différence entre les deux ? À quoi ça sert ? Est-ce que les connaissances ont la même valeur que celles des sciences dites naturelles, donc par exemple la physique, la chimie, la biologie ? Mais d'abord, on va donner la parole à Guillaume pour qu'il vous fasse un court résumé de la naissance et l'histoire de ces disciplines. Alors, commençons par la sociologie, l'étude scientifique des sociétés. Cette discipline naît au XIXe siècle dans un contexte très particulier puisqu'on assiste en Europe à une triple révolution. Alors d'abord, une révolution des idées qui suit la période des Lumières et qui engendre de nombreux progrès dans les sciences dures. La religion perd progressivement son influence et n'est plus le seul facteur explicatif des phénomènes. On observe une lente sécularisation de la société occidentale. Ensuite, plusieurs révolutions politiques éclatent d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis et enfin en France. Durant le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, il y a une grande instabilité politique et de nouvelles conceptions de l'ordre politique apparaissent puisque les monarchies absolues se disloquent petit à petit. On traverse à ce moment des périodes de crise et des guerres éclatent, comme les guerres napoléoniennes, la guerre franco-prussienne, etc. Et enfin, le développement de la rationalité et les progrès technologiques permettent la révolution industrielle dès le XVIIIe siècle. L'organisation du travail ainsi que les modifications dans l'économie mondiale produisent de nouvelles catégories sociales ou classes sociales. C'est l'apparition par exemple du prolétariat. Une grande partie de la population vit dans des conditions déplorables et s'appauvrit pendant qu'une petite minorité s'enrichit énormément. Des mouvements de contestation et des émeutes ouvrières éclatent dans les nouveaux pays industrialisés et c'est la naissance de ce qu'on appelle la question sociale. Et donc la sociologie a été créée comme perspective de réponse à ces situations d'instabilité, comment instaurer une nouvelle stabilité politique et comment résoudre le problème de la question sociale liée à l'industrialisation. On voit le lien entre la naissance de la sociologie et le développement des sciences naturelles. De la même manière qu'il faut connaître le fonctionnement d'un corps humain pour pouvoir le guérir efficacement, les premiers sociologues pensent apprendre comment fonctionne le corps social, c'est-à-dire la société, pour être en mesure de le soigner, de remédier aux crises qu'il traverse. On parle alors de sociologie organiciste, développée par Herbert Spencer vers 1870. Les individus s'unissent et forment des tissus sociaux qui ensemble composent le corps social. Ces tissus sociaux, à l'image de nos organes, fonctionnent de manière autonome avec leur propre dynamique, tout en étant dans des situations d'interdépendance les uns avec les autres. Ils font partie d'un tout, du corps social. Le fondateur du terme sociologie est un certain Auguste Comte.
Il fait de la discipline une réelle science en adoptant une doctrine positiviste, c'est-à-dire qu'il pense que la vérité du monde réside dans l'expérience sensible et que pour l'atteindre, il nous faut adopter une démarche scientifique basée sur ce qui est observable empiriquement. Émile Durkheim, un des pères fondateurs de la sociologie française, rend la discipline vraiment reconnue scientifiquement lorsqu'il développe une méthodologie propre aux sciences sociales, en préconisant aux chercheurs de rompre avec leurs prénotions et leurs jugements de valeur. Alors, l'anthropologie, quant à elle, est apparue plus ou moins à la même période, vers le XIXe siècle. Le recul de l'influence de la religion et le déclin de son rôle explicatif de l'origine de l'humanité et de son évolution poussent les scientifiques à s'emparer de la question en faisant usage de rationalité et de la notion de progrès. Les penseurs de l'époque ont créé la philosophie du progressisme social et de l'évolutionnisme, dans la même veine que la théorie de l'évolution des espèces de Darwin. Ainsi, notre ami Auguste Comte, dont j'ai parlé plus tôt, élabore sa théorie des 3 états, disant que chaque société passe par 3 stades, de l'état religieux ou théologique à l'état scientifique, en passant par l'état métaphysique. Il a donc une conception linéaire de l'évolution, décrétant que la société industrielle occidentale serait la plus évoluée, entre guillemets, alors que d'autres en sont encore à des stades inférieurs. Ce n'est pas pour rien que l'anthropologie est née en même temps que les entreprises de colonisation par des États européens. Les théories évolutionnistes prétendent qu'il est possible de voir des traces de notre passé en étudiant des sociétés non occidentales demeurées à l'état de fossiles. Si l'anthropologie était rendue possible par la colonisation, elle a longtemps été instrumentalisée pour légitimer ces entreprises coloniales, sous prétexte que les Occidentaux devaient apporter civilisation et progrès dans ces sociétés dites primitives. Mais dès le début du XXe siècle, quelques anthropologues tels que Boas aux États-Unis ou Malinowski en Angleterre se montrent critiques face à l'évolutionnisme et à la colonisation, observant que les sociétés non occidentales possèdent leur propre forme de rationalité et qu'il faut étudier leur culture dans leurs propres termes, en se détachant de ces évidences de colons blancs. En bref, l'anthropologie a été traversée par une multiplicité de paradigmes différents depuis sa création. Il ne faut pas oublier qu'elle a longtemps été teintée de racisme et d'eurocentrisme, avant de s'en détacher petit à petit pour aborder un point de vue plus compréhensif en se distançant des jugements de valeur des chercheurs. Pour finir ma chronique sur une courte définition qui est sans aucun doute critiquable, on peut dire que l'anthropologie sociale et culturelle cherche à explorer la diversité des sociétés humaines à travers le temps et l'espace, et ce dans une perspective comparative. On cherche ce que les sociétés ont en commun et ce qui leur est particulier. Beaucoup de gens se demandent aujourd'hui quelle est la différence entre la sociologie et l'anthropologie. Comme Guillaume l'a expliqué, les 2 disciplines ont des histoires assez différentes. La sociologie était utilisée afin d'étudier nos sociétés occidentales, dans un but d'identifier les problèmes qui pouvaient y exister. C'est donc pour pouvoir guérir la société après avoir déterminé les anomalies. Pour l'anthropologie, c'est différent. À ses débuts, elle était un outil colonial. Elle servait principalement à 2 buts. L'un était d'aller étudier les sociétés colonisées afin de remettre des comptes rendus aux États colons pour faciliter la colonisation. Et le deuxième but était de produire un maximum de données sur les sociétés non occidentales, car elles étaient en fait considérées comme le stade antérieur de nos propres sociétés. C'est ce qu'on appelle une conception évolutionniste. Guillaume en a parlé plus tôt. Beaucoup d'anthropologues se retrouvaient dans cette vision des choses. Ils se sont alors mis à ressentir une sorte de nostalgie envers ces sociétés, comme si elles appartenaient au passé. De là vient leur volonté de les étudier avant qu'elles disparaissent, en se modernisant, donc en évoluant vers des sociétés ressemblant plus aux sociétés occidentales. Mais cette distinction n'est plus d'actualité, heureusement. Par la suite, la principale différence qu'on a pu remarquer entre la sociologie et l'anthropologie a plutôt résidé dans la manière d'étudier la réalité et de produire des données. Du côté de la sociologie, on optait plutôt pour une manière de faire quantitative, c'est-à-dire qu'on utilisait des moyens à plus ou moins grande échelle, avec des questionnaires et des analyses quantitatives, donc des résultats. Le but était de déterminer les tendances sociétales, de faire parler les chiffres en fait, et de les articuler avec des interprétations sociologiques. Du côté des travaux anthropologiques, on est retrouvé en grande majorité une manière de procéder qualitative. La méthode de recherche qualitative consiste donc à faire des entretiens avec des gens et même d'aller sur le terrain afin d'observer de nous-mêmes la réalité des personnes qu'on étudie. Il y a aussi ce qu'on appelle la participation observante.
c'est quand un anthropologue ou une anthropologue se rend sur le terrain, mais participe directement dans le monde qu'il observe. Aujourd'hui, ces différences méthodologiques, donc d'enquête, ne sont plus vraiment vraies, d'actualité. On peut totalement faire de la sociologie en utilisant une manière de faire qualitative et inversement faire de l'anthropologie avec du quantitatif. Certains scientifiques des sciences humaines considèrent même qu'il n'existe plus de différence entre la sociologie et l'anthropologie. Pour d'autres, les deux disciplines gardent toujours certaines tendances et manières de faire qui sont issues de leur passé. Donc on vient de vous expliquer tout ça, de passer en revue la naissance de la socio et de l'anthropo, les distinctions entre les deux disciplines et surtout leurs points communs. On se retrouve aujourd'hui autour d'un intérêt commun, mais qu'est-ce qui nous passionne dans ces disciplines ? Nico, dis-nous tout. Alors bien sûr, il y a pas mal de raisons pour lesquelles la sociologie et l'anthropologie m'intéressent, ne serait-ce que parce que ça permet de comprendre comment fonctionnent les sociétés, pourquoi ça tient, pourquoi les gens font ce qu'ils font. Mais je dirais que le principal, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme de créativité et que les sciences sociales permettent de voir tout ce qui nous entoure d'une façon complètement différente, de se poser des questions sur des choses qui paraissent évidentes, comme allant de soi à première vue, mais qui ne le sont pas tant que ça. Par exemple, on sait que les enfants des classes dominantes, donc ayant le plus de moyens en gros, réussissent mieux à l'école. Ça paraît plus ou moins évident aux gens, mais la question qu'on se pose du coup, c'est pourquoi ? Je pense aussi que la sociologie et l'anthropologie sont des sciences qui aspirent fondamentalement au progrès social, à réduire la souffrance des gens, ou du moins les comprendre dans un premier temps. Je pense que c'est difficile d'apprendre et de lire de la sociologie et se dire que rien doit changer, que les choses sont bien comme elles sont, que ça pourrait pas être différent. Il y a toujours aussi cette idée de donner la parole à des gens qui de base se sentent pas autorisés à parler, dont on entend souvent parler à leur place ou parler d'eux. Et donc je dirais que pour moi c'est essentiellement ça. Et toi Lily ? Ouais, c'est pas facile de passer après toi. Je sais même pas ce que je pourrais rajouter. Mais personnellement, j'ai toujours aimé observer les gens et les choses, comprendre comment tout ça fonctionne. Je sais, c'est un peu bateau. Et je ressentais une grande frustration quand les choses, les actions des gens ou leurs comportements m'échappaient. Sans mentir, quand j'ai choisi cette option, du coup, socio-anthropo, c'était plutôt du feeling. Ça me parlait sans trop savoir pourquoi. Déjà, j'ai pas l'impression qu'on nous a beaucoup parlé de ce qu'était la sociologie ou l'anthropologie en secondaire. On sait ce que c'est l'économie, la physique, le droit, tout ça. Et on sait juste que sciences humaines rime avec assistant social, donc un métier précis. Peut-être que c'est seulement moi qui perçois ça ainsi. Si c'est le cas, je me sentirai un petit peu seule. Mais malgré tout, je pense qu'elle est bien réelle, cette mise à l'écart de la discipline. La sociologie dérange, comme dit Bourdieu, parce qu'elle remet en question un ordre établi. Donc ça a été une révélation pour moi et un semi-apaisement de découvrir cette discipline. Pourquoi semi-apaisement ? Parce que j'ai été vraiment contente de commencer à lire et à apprendre des choses sur les rapports sociaux, me rendre compte qu'en réalité, je ne savais pas grand-chose sur le fonctionnement des gens, et que plus j'avance, plus j'ai l'impression d'acquérir des clés de compréhension, on peut même parler d'armes, pour lutter contre la domination masculine, les inégalités raciales, de genre, pour remettre en question les normes établies, avoir un regard critique sur les pratiques qui ont l'air de couler de source, et j'en passe. Mais tout ça révèle aussi de nouveaux obstacles, de nombreux questionnements sur la manière de, justement, lutter contre toutes ces inégalités. Alors, comment agir ? Parce que c'est bien beau d'acquérir des connaissances, ça flatte l'ego et on développe de nouveaux sujets de discussion entre copains. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce savoir ? Comment on le met en pratique ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette montagne de travaux déjà existants ? Voilà quelques belles questions auxquelles j'ai pas de réponse, mais je pense qu'il est bon, et on le fait pas toujours assez, de se poser la question de pourquoi on fait ce que l'on fait, et comment on pourrait agir si l'envie de faire bouger les choses nous travaille. Bon, je vais finir là-dessus, et je vais laisser la parole à Guillaume. J'ai toujours été quelqu'un de curieux, et la sociologie m'a paru être une évidence puisqu'elle répond à une série de pourquoi et de comment. Comment choisissons-nous nos amants et nos amis ? Pourquoi nous habillons-nous ainsi ? Pourquoi y a-t-il des riches ? Pourquoi y a-t-il des pauvres ? Pourquoi l'école fonctionne-t-elle ainsi ? Si la sociologie nous montre comment fonctionne la société, quels sont les mécanismes qui contribuent à sa reproduction, l'anthropologie répond à la question « Comment peut-on faire autrement ?» En étudiant diverses sociétés dans une optique comparative, elle nous apprend comment la vie est ailleurs, comment vivons-nous ensemble, à d'autres endroits, et comment cela est-il possible. L'étude de ces deux disciplines nous ouvre la porte des possibles et constitue pour moi la clé du changement social.
Cette sensibilité est née chez moi, d'abord par un intérêt pour la question du dérèglement climatique. Les Occidentaux, qui sont toujours présentés comme les détenteurs de la rationalité et les champions du progrès humain, sont les principaux responsables des catastrophes climatiques à venir, et cela est causé surtout par le système capitaliste et consumériste, extrêmement énergivore et destructeur de biodiversité. Tout est à repenser, notre système économique, mais aussi nos systèmes politiques, et plus fondamentalement notre rapport au monde et au vivant. La sociologie nous permet de faire l'état des lieux du fonctionnement de nos sociétés, tandis que l'anthropologie nous permet de connaître des rapports au monde différents, et des modes de pensée différents des nôtres aussi, qui ont été dénigrés pendant si longtemps alors qu'ils sont tellement nécessaires actuellement. Bon, je pense que tout a été dit par mes collègues, mais je rajouterai peut-être quand même juste qu'au début de mon bachelier, je suis vraiment arrivée avec cette idée, cette volonté de changer le monde. Pour moi, le cursus de socio-anthropo, ça a vraiment été un coup de foudre. Je me disais que c'était avec ça que j'allais réussir à réaliser ce rêve un peu naïf, parce que comprendre d'où vient un problème et comment il est arrivé, c'est déjà faire une grosse partie du chemin pour le régler. Je suis extrêmement heureuse de mon choix d'études. Je trouve que les cours sont incroyablement intéressants et enrichissants. Mais au fur et à mesure du temps, en découvrant de plus en plus en profondeur toutes les dynamiques, on va dire un peu fourbes de nos sociétés, j'ai commencé à déchanter. Je me suis rendu compte notamment, aussi juste en grandissant, mais avant tout avec tous les savoirs que je commençais à emmagasiner, que malheureusement ce serait certainement peu probable que je puisse changer ce monde avec seulement mes 2 petites mains. Mais par contre, ce que j'ai découvert aussi avec ces études, c'est que j'étais pas du tout la seule à avoir ce rêve, qu'il y avait justement pas que mes 2 petites mains qui se mettaient en action pour essayer de le réaliser, mais qu'on était en fait plein à travailler pour essayer de juste pouvoir un petit peu contribuer à un changement positif de la société. Et je crois qu'au final, c'est encore plus beau, parce que c'est vraiment un rêve à plusieurs, et ça fait que l'énergie qui se dégage de tout ça est incroyable. Alors justement, cette volonté de changer le monde, on la retrouve beaucoup aussi dans le militantisme ou dans le politique. Et ça peut être un petit peu paradoxal ou contre-intuitif, mais en fait, l'anthropo et la socio ont un rapport assez tendu avec, par exemple, l'engagement politique. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, Lily. Je vais vous parler ici de la relation qu'entretient la sociologie avec la politique. Je vais débuter par une petite entrée en matière théorique, puis on va en discuter un peu tous ensemble pour connaître la vie de chacun. Alors, le lien entre la socio et la politique est loin d'être univoque. Pour beaucoup, la socio ne doit surtout pas empiéter sur la politique et inversement, alors que d'autres ont une vision un peu différente de la première. Je vais commencer par vous parler de la position de Max Weber et Émile Durkheim, qui sont 2 fondateurs de la sociologie, sur la question de l'engagement politique en tant que sociologue. Weber considérait que la politique n'a pas sa place dans la salle de cours de l'université. Il entendait par là que les chercheurs en sciences sociales, et notamment les sociologues, devaient s'abstenir de prendre des positions politiques, ou en tout cas d'insinuer dans son travail sa vision de la politique. Bon, là ça va être un petit peu théorique, donc faut un peu s'accrocher. Je vais introduire cette partie avec un petit extrait de Weber, qui l'a tenu dans une conférence en 1919, et qui a été repris dans le livre Le savant et la politique. Il disait « On ne peut pas être en même temps homme d'action et homme d'étude sans porter atteinte à la dignité de l'un et de l'autre métier, sans manquer à la vocation de l'un et de l'autre. » Du coup, selon Weber, la passion du savant est une condition préalable à l'inspiration qui elle seule est décisive. C'est-à-dire que les hypothèses du sociologue doivent être guidées par une idée qui doit généralement lui venir par un long travail de recherche en amont. Durant ce long processus de réalisation d'une recherche, il n'y a, d'après lui, aucune place pour la politique. La recherche doit se faire de manière autonome et indépendamment de la politique. Par là, la vérité scientifique vers laquelle le sociologue aspire doit viser l'objectivité, ce qui implique un refus de jugement de valeur. Je passe par cette explication conceptuelle pour appuyer le fait que c'est ici que repose la distinction entre socio-anthropologie et politique, car la vocation de l'homme politique est précisément d'agir en conformité avec des croyances et valeurs. La vocation des deux est donc différente. Cette distinction conduit Weber à affirmer que la science doit s'en tenir à une neutralité axiologique inflexible. Malgré tout, neutralité axiologique ne veut pas dire qu'aucun jugement de valeur ne peut figurer dans une analyse sociologique. Seulement, celle-ci ne peut mener à une étude orientée et fondée sur des jugements de valeur, qui feraient état de la vision du monde propre du sociologue.
Pour Weber, le but de la sociologie n'est pas de dire à quiconque ce qu'il doit ou ne doit pas faire, elle doit servir à aider les individus à mieux comprendre le sens de leurs choix et de leurs actions. De ce point de vue, le sociologue est pour ainsi dire engagé dans l'action à chaque fois qu'il contribue à dévoiler la réalité et à donner aux gens des clés de compréhension de leurs croyances et de leurs actes. Bref, l'engagement du sociologue continue de susciter beaucoup de questions, surtout que les connaissances accumulées par les travaux socio-anthropologiques permettent souvent d'éclairer les décideurs politiques. Le sociologue, qu'il le veuille ou non, n'est donc pas si éloigné du politique. Et surtout que, malgré leurs apports théoriques sur la séparation du politique et du sociologue, Weber et Durkheim ont été directement, et parfois de manière limite militante, engagés politiquement. Ils ont au cours de leur vie publié de nombreux articles dans la presse en se positionnant politiquement. On peut noter par exemple que Weber s'est engagé comme volontaire durant la Première Guerre mondiale, il a suivi de près et a commenté la première révolution russe, et il participera carrément de façon active à la vie politique de son pays en prononçant de nombreux discours politiques en faveur du parti auquel il adhérait. Quant à Durkheim, il a pris des positions politiques fermes lors de l'affaire Dreyfus. On peut donc affirmer qu'autant Weber que Durkheim ont été des sociologues engagés. Là où la rigueur scientifique attribuée aux socio-anthropologues est essentielle, elle n'est pas fondamentalement incompatible avec l'engagement politique ou militant de ce sociologue. Cet engagement est même nécessaire, et il serait quasiment impossible de l'ignorer ou de le cacher. Je vais maintenant parler un petit peu de Raymond Aron et Pierre Bourdieu, qui sont deux sociologues plus contemporains et considérés comme des sociologues engagés par leurs pairs. Ils ont été l'un et l'autre des sociologues engagés, à la fois comme hommes de science et comme intellectuels présents dans les débats politiques. Cependant, ils ont conçu différemment leur engagement sociologique. Du côté de Raymond Aron, pour lui, l'intention d'étudier le social est inséparable des conceptions philosophiques et d'un idéal politique. Pour lui, il est important et nécessaire d'analyser l'actualité et que, qu'il le veuille ou non, le sociologue ne peut pas être étranger au conflit de la cité. Et du coup, il ne peut pas non plus rester insensible aux implications politiques ou idéologiques de ses travaux et totalement s'abstenir face aux évolutions parfois tragiques de l'humanité. Pour Aron, la moindre des choses serait que le sociologue s'interroge sur les limites et finalités de ses recherches, à défaut de s'engager directement dans l'action politique, et donc qu'il procède au moins à un retour critique sur lui-même et sur sa science. Quant à Bourdieu, son cas est un peu spécial. Il a travaillé sur un large panel de sujets, comme par exemple sur les inégalités dans le système éducatif, le monde de l'art, les goûts et les pratiques culturelles, les luttes dans le milieu académique, la domination masculine, la souffrance sociale, la violence symbolique et j'en passe. Malgré tous ces champs d'études plutôt engagés, il s'est toujours tenu à l'écart de la politique et n'a jamais commenté l'actualité et les décisions politiques. Même durant les mouvements étudiants de mai 68, il restera en retrait, alors que son livre Les Héritiers, publié quelques années plus tôt, contribua fortement au débat social et politique qui entourait ces événements à l'époque. C'est seulement dans la dernière partie de sa vie qu'il va expliciter publiquement son engagement politique. Il faut noter aussi qu'il n'a jamais éprouvé l'envie de changer la politique fondamentalement. Son but, avec ses travaux, a toujours été plutôt de toucher un public le plus large possible en leur donnant des clés de compréhension du monde social et d'aider les gens, qui sont entre guillemets ordinaires, à se libérer des contraintes de domination. En gros, pour Bourdieu, pour pouvoir parler d'un sujet ou de défendre ses idées avec autorité, il est nécessaire de réaliser un travail poussé sur un temps long et de ne pas se contenter de formes d'essayisme, souvent caractéristiques de l'écriture journalistique. C'est seulement après un travail de longue haleine et soutenu par des observations et des analyses pointues que le sociologue peut donner un sens à son engagement sociologique. Bon voilà, ici j'ai beaucoup parlé de la relation entre sociologie et politique, et au départ j'avais envie de vous parler aussi de l'engagement militant, mais je pense que le sujet du militantisme est bien trop vaste et ça serait dommage, je trouve, d'en parler brièvement en 5 minutes. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, et ça serait bon pour un futur thème, pour un futur podcast, à savoir ce que vous en pensez. Et donc, on va en rester là pour l'instant. Et je vais lancer une petite discussion par rapport à tout ce que je viens de dire sur l'engagement politique en tant que socio-anthropologue ou, dans notre cas, en tant qu'étudiant dans ce domaine. Alors, du coup, les gars, avec tout ce que je viens de vous dire, est-ce que vous pensez que c'est important que les chercheuses et chercheurs en sciences sociales s'engagent et investissent les causes qui leur tiennent à cœur ? Alors, je pense personnellement que tout dépend de la préférence de la personne. De mon côté, je me vois pas faire de l'anthropologie plus tard sans garder en tête là où tout a commencé pour moi,
c'est-à-dire le militantisme. J'étais quand même vachement engagée en étant plus jeune. Mais c'est vraiment par rapport aux affinités de la personne, quoi. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, en tout cas pour moi, mais c'est pas non plus quelque chose à bannir du tout. Mhm. Ouais, et d'ailleurs, tu dis que c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais souvent c'est même en fait assez déconseillé. Je repense au couple de sociologues, les Pinson-Charlot, qui ont travaillé sur les ultra-riches en France. Et eh bien, en fait, ils étaient au CNRS, donc le centre de recherche principal de sociologie en France. Et en fait, pendant qu'ils étaient là, ils ont souvent été critiqués par leurs collègues disant que leur engagement biaisait totalement leurs recherches. Et d'ailleurs, une fois qu'ils ont pris leur retraite au CNRS, là, ils se sont mis en politique. Ils ont été chez la France Insoumise. Et à ce moment-là, ils n'étaient plus jamais invités sur les plateaux télé. On les a vraiment fortement discrédités. Donc, encore maintenant, aujourd'hui, il y a une sorte de réticence en fonction des sujets sur lesquels on travaille quant à l'engagement politique. Ouais, il y a vraiment cette idée que l'engagement politique, ça salit la recherche, quoi, que ça la dévalorise et que du coup, ça vaudrait plus autant. Après, ouais, je pense aussi que, peut-être nous quatre, en tout cas, on est rentré dans la sociologie et l'anthropologie par des intérêts pour des questions sociales, du changement, par l'environnement, les inégalités, des trucs comme ça. Et je pense que c'est assez courant, en fait, que les gens qui s'intéressent à ces sciences-là, bah oui, viennent en se disant, bah, en fait, quand ça se fait que le monde, il est comme ça, pourquoi ça marche comme ça, Ouais. comment on fait pour changer, effectivement. Ça, c'est toujours la partie un peu plus compliquée. C'est peut-être aussi un truc qu'on reproche beaucoup aux chercheurs en sciences sociales, c'est de critiquer, donner des grilles d'analyse, mais après, pas trop proposer de solutions, quoi. Donc ça, c'est quand même un truc qui revient beaucoup. Ouais, et justement, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux pans différents au sein des chercheurs, en sociologie ou anthropologie, où certains vont pousser les étudiants à faire des recherches plus tard sur des sujets qui ne les concernent pas du tout et avec lesquels ils sont totalement étrangers. Et pour eux, leur argument, c'est que ça permet de rester vraiment objectif sur la matière que tu as, sur tes observations, parce que tu ne connais rien de l'espace, et que pour eux, c'est plus compliqué et c'est des fois biaisant de s'intéresser à un sujet ou à certaines choses qui se passent où on est directement impliqué, on est déjà touché par la cause. Ouais, c'est Mais, ça. et en même temps, bah, comment parler de domination masculine, par exemple, sans être engagé? Il y a quand même certains sujets, quand on parle d'inégalité, tout ça, bah, comment ne pas être engagé? Justement, bah, là, je parlais de Aron et Bourdieu, qui sont considérés comme des sociologues engagés, mais ils ont énormément de détracteurs aussi qui disent qu'ils sont du coup pas objectifs et qu'ils sont pas scientifiques et qui restent souvent dans leur opinion et qui vont pas forcément plus loin. Ouais, et ça me fait penser aussi, comme tu parlais des cours, dans le cadre de nos cours aussi, parfois on a des profs qui nous conseillent quand on doit faire des projets en groupe, ils nous conseillent de donc se mélanger, d'essayer d'avoir des profils différents de personnes dans chaque groupe, de ne pas faire que des groupes de filles ou que des groupes de garçons ou ce genre de choses. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre bien que la différence des points de vue, donc la différence des vécus de chacun, apporte un très gros intérêt à la recherche anthropologique et sociologique. Ouais, et je voudrais aussi rajouter un petit point sur l'idée de la neutralité. On dit souvent qu'en tant que scientifique, on doit être neutre, alors qu'en fait, et ça je suis content que dès le début du bachelier, on critique un peu cette notion-là, qu'en fait, c'est pas possible d'être neutre. Juste le choix d'un sujet d'étude, eh bien, c'est parce qu'on en a un intérêt particulier qui nous touche ou quoi. Et en fonction, voilà, on va souvent choisir un sujet avec lequel on a peut-être déjà des contacts ou quoi. Donc, on n'est jamais vraiment neutre, même dans le choix du sujet. Et on va plutôt remplacer cette idée de neutralité par une objectivité. Donc, c'est-à-dire, on va faire preuve de réflexivité, dire, tiens, quelle est notre position, comment est-ce que ça a pu impacter, influencer le déroulement de la recherche, et essayer de se distancer de nos a priori, de nos prénotions, pour être le plus objectif possible et justement montrer que toute recherche
est situer et l'expliciter plutôt que faire croire qu'on est neutre parce que ça n'existe pas. Ouais. Et aussi, en fait, juste, même si on choisit un sujet d'étude qui ne nous touche pas et on pense que du coup ça nous rend neutre, bah c'est pas vrai parce que si ça nous touche pas, il y a une raison. Donc ça veut dire qu'on n'est déjà pas neutre à la base en fait avec ça. Ouais, totalement. Puis il y a le contexte de la société, l'histoire, tout ça qui joue aussi. Et puis, même sur l'objectivité et la neutralité, j'ai l'impression que maintenant on est en sciences sociales et du coup on a appris ça et ça nous paraît plutôt plus ou moins évident. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça reste un objectif et j'ai l'impression que ça vient aussi un peu du journalisme, de se dire voilà, les infos doivent être neutres. Et puis je sais pas, s'il y a un sujet d'actualité, il faut demander le point de vue des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et puis la bonne réponse, elle doit être quelque part au milieu. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui est pas mal remis en question quand même. Et voilà, ça peut paraître bizarre de remettre ça en question. Mais voilà, quand on lit des sciences sociales, on finit par comprendre que, comme disaient Margot et Guillaume, la neutralité et tout, c'est un peu compliqué. Et si je peux finir par une petite citation de Karl Marx, un petit peu sur le sujet, entre le lien entre l'engagement et la recherche en sciences sociales. Je vais le citer maintenant. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, et ce qui importe désormais, c'est de le transformer. Waouh. C'est beau, inspirant, c'est une belle ouais, phrase. ouais. Mais ouais, pareil. Et du coup, bon, je sais pas si on a encore beaucoup de choses à dire, mais moi, j'ai quand même eu un peu cette réflexion à un moment de me dire qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier quand même à lire des sciences sociales sur la domination, l'oppression, les discriminations et tout. Et puis finalement de se dire, oh, j'ai lu un livre là-dessus, et puis de le mettre de côté, de se dire, bon, le monde est comme ça, je vais rien faire, Ouais. ainsi soit-il. Enfin, et c'est un peu bizarre même quand tu fais du terrain ou quoi, t'es avec des gens, tu vois leur souffrance, ils te parlent de leur vie. Et enfin, ce serait vraiment bizarre d'après ne pas vouloir être militant ou ne pas vouloir s'engager d'une quelconque façon en se disant je veux rester neutre. Ouais. Voilà, je sais pas, je me disais qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier par rapport à ça. Un peu justement inhumain. Et dans des sciences humaines, c'est un peu étrange. Mhm. Ouais, totalement. Puis justement, ouais, ça crée un sentiment un petit peu bizarre. C'est limite frustrant quand même aussi, où t'as l'impression de découvrir des choses, mais qu'est-ce que t'en fais, justement. C'était ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur pourquoi j'ai choisi ces études-là. C'est cette frustration de qu'est-ce qu'on en fait alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça, à tout ce qui a déjà été écrit, parce que c'est beaucoup d'écrits, mais tout le monde ne lit pas tout ça. Ouais. Puis je dis pas non plus que c'est la science suprême au-dessus de tout ce qu'il y a d'autre comme discipline. Tout a un peu sa place et son rôle, mais la socio est un peu tue. Et aussi un truc que je trouve important quand on fait de la recherche en sciences sociales, que ce soit en sociologie ou en anthropologie, et qui est déjà un premier pas dans l'engagement, c'est essayer de faire en sorte que nos recherches ne restent pas dans un tiroir d'une bibliothèque, ne restent pas uniquement dans la sphère académique, et de faire en sorte que les découvertes en sciences sociales, les savoirs créés, se propagent dans le grand public, qu'ils soient réappropriés par le grand public pour essayer de provoquer des phénomènes de conscientisation ou... Ouais, c'est ça. Voilà quoi. Ouais, il y a clairement des enjeux de vulgarisation et de diffusion. Ouais, et ça, j'ai l'impression que c'est fait par exemple en philosophie. Enfin, on peut trouver quand même des petits livres sympas. Il y a des auteurs qui sont un peu spécialisés là-dedans, dans la vulgarisation de la philosophie. Mais par contre, en sociologie et en anthropologie, j'ai jamais vu ça. Ouais. Et donc ça, je pense que ouais, c'est vraiment un enjeu peut-être de... Pourquoi pas de notre génération, au final, à faire. Ouais, peut-être qu'on en reparlera une fois dans un autre podcast. Ouais. Parfait. Là, on va clore la petite discussion et passer à la partie de Nicolas. Du coup, moi, je vais vous parler de la scientificité de la sociologie. Alors, ça tombe assez bien, on a quand même pas mal parlé. Je vais pas tout répéter. Mais du coup, la sociologie, elle est pas mal critiquée à cause de son caractère critique, des conclusions et des aspirations politiques qui peuvent venir de la recherche en sciences sociales. Certaines personnes seraient tentées de se dire que du coup, ce sont pas des vraies sciences objectives. Mais du coup, ça, on en reparlera peut-être dans un autre épisode. De fait, l'objet d'études des sociologues et des anthropologues, c'est les humains, là où les sociétés.
Et on baigne dedans depuis toujours, on est influencé par notre histoire, notre éducation, notre genre, etc. etc. Et donc on est influencé par ce qu'on étudie. Et on s'étudie toujours aussi un peu soi-même, d'une certaine façon. Du coup, les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales, elles en sont assez bien conscients depuis assez longtemps. Et comme disait Guillaume là tantôt, il y a une part importante du travail de recherche qui consiste à s'interroger sur comment on est influencé par qui et comment ça influence ce qu'on va dire, nos analyses, nos conclusions, etc. En sciences sociales, il y a plusieurs cas théoriques, pas mal de théories, des concepts, des notions qui s'entrecroisent, qui permettent de comprendre un même phénomène de plusieurs façons, souvent complémentaires. Mais pour autant, ce sont quand même des vraies sciences, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. La réalité, elle existe, et même quand elle est sociale, même quand elle découle de ce qu'on appelle des constructions sociales. En fait, les constructions sociales ont des conséquences qui sont tout aussi vraies que les choses qui existent physiquement. Et je me permets de faire une petite incursion ici, quant au fait que les constructions sociales, bien que non déterminées naturellement par des phénomènes biologiques, eh bien qu'elles ont des conséquences bien réelles sur la vie des individus, et j'aimerais prendre l'exemple de la race. Colette Guillaumin, dans son livre L'idéologie raciste, paru en 1972, déclare que la race n'existe pas, mais que pourtant, elle tue. Ainsi, même s'il n'existe pas de race biologique ni même culturelle qui permettrait de distinguer des différences de nature entre êtres humains, la race agit et structure des discours et comportements racistes qui peuvent aller jusqu'à l'assassinat. On peut dire qu'il existe des races sociales, employées comme concept sociologique. La race n'a pas la même signification quand elle est mobilisée dans des discours discriminants ou employée dans des luttes pour l'émancipation, et il ne faut pas laisser aux oppresseurs l'avantage de définir la signification des mots. Tout à fait. Et dans un registre un peu plus léger, l'argent est aussi une construction, une convention sociale qui produit des effets bien concrets. Par exemple, si je veux acheter mon sandwich ce midi, je dois donner de l'argent, mais cet argent n'a que de la valeur parce que la personne qui vend les sandwichs reconnaît que cet argent en a. Et par exemple, si je lui donne des billets de Monopoly, elle n'en voudra certainement pas. Donc tout ça, c'est construit, mais les conséquences sont tout aussi réelles que la physique ou la chimie. Tout ça pour dire qu'on peut étudier cette réalité, qu'on peut la décrire, émettre des hypothèses, et qu'on peut être contredit. Donc on ne dit pas n'importe quoi, et on essaye de ne pas déformer la réalité pour que ça corresponde à nos envies. Pour finir, on pourra noter aussi, vite fait, que le reproche de validité scientifique de la sociologie n'est pas toujours aussi fort en fonction des sujets qui sont abordés. Par exemple, toutes les critiques de la méritocratie, des systèmes de domination et des idéologies dominantes sont beaucoup plus ciblées. Tiens, j'avais parlé tout à l'heure dans la discussion qu'en philo on retrouvait pas mal de vulgarisation. Je sais qu'il y en a moins en anthropo et en socio, mais est-ce que vous n'avez pas quand même des petites recommandations de livres, de films, etc. À proposer en socio-anthropo ? Alors moi, sur YouTube, il y a 2 chaînes que j'aime vraiment beaucoup. Ça s'appelle Grégoire Simpson et Guillaume Florence. Et si vous voulez, vous pouvez les retrouver en nous envoyant un message au cercle de sociaux. Mais en gros, ils font des vidéos de vulgarisation de sociaux et d'anthropo. Et ça touche un peu tous les thèmes. Il y a aussi un peu de sciences politiques. Il y a beaucoup de trucs sur le genre. La dernière vidéo de Grégoire Simpson, c'est sur l'environnement et sur les classes sociales. Ça parle pas mal d'intersectionnalité. Alors c'est un concept un peu compliqué à expliquer là maintenant, mais ça parle juste de convergence et d'intersection entre des luttes sociales. Mais donc voilà, ça vaut vraiment la peine de voir et c'est pas trop compliqué et c'est une bonne introduction. Moi, dès que j'ai commencé la socio, j'avais vu une vidéo de France Culture qui m'avait assez fort marqué. C'est une courte vidéo, 5-10 minutes. Et c'est une interview de Pierre Bourdieu, le grand sociologue français, qui s'appelle « Nos goûts sont nos dégoûts » et où il parle de son livre « La distinction » qui est vraiment un ouvrage de référence en sociologie aujourd'hui et qu'on utilise vraiment au quotidien. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo, comme ça c'est quand même quelque chose de voir ces grands penseurs s'exprimer. Et aussi c'est intéressant et c'est mettre un premier pied dans l'univers de la sociologie, quoi. Et pour le coup là il vulgarise un peu parce que ses livres sont un peu ardus à lire. Ouais. Mais là c'est compréhensible donc ça vaut la peine. Et dans le même registre, il y a aussi le documentaire des Pinsons Charlot.
Comment Il y a À demain mon amour. Il y a des trucs sur les châtelains, mais j'ai oublié les noms. Ouais. Ah oui, c'est Voyage dans les ghettos du Gotha. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a ça aussi. Et je sais pas Ça, si c'est un c'est livre. si c'est encore sur YouTube, mais on peut le trouver en streaming aussi. Oui, et puis il y a plein d'interviews aussi de Monique Pinson-Charlot Ouais. sur YouTube. Et eux, ils ont vraiment concentré leur sujet d'étude. C'est vraiment les études des élites sociales. Mhm. Oui, les élites parisiennes, Ouais. les grands propriétaires. C'est vraiment intéressant. Niveau bouquin, moi j'ai lu récemment King Kong Theory de Despentes. Ah ouais, je l'ai lu aussi. Ouais. Et qui est vraiment chouette. Elle est pas sociologue ou anthropologue, mais elle donne vraiment un apport à la question de la domination masculine, tout ça. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est La très, très réappropriation de la femme, et c'est très très bien. Ouais. Tiens, dans ce domaine-là de masculinité, patriarcat et tout ça, il y a le livre de Francis Dupuy-Derry qui s'appelle La crise de la masculinité, qui est vraiment pas mal. Il nous fait un petit état des lieux et une explication de donc, cette crise de la masculinité. Et il nous explique qu'en fait, ce que disent les gens, et c'est ce qu'on peut entendre ces derniers temps avec « Oh non, mais les hommes, c'est plus ce que c'était, ils mettent du vernis, oulala ». Eh bien, en fait, c'est un discours qu'on a retrouvé vraiment, mais dans toutes les époques de l'histoire, quoi. C'est pas nouveau. Donc c'est très intéressant. Ouais, il me semble qu'il y a aussi peut-être des analyses de l'antiféminisme, des trucs comme ça. Ouais, c'est très riche comme bouquin, c'est chouette. Et aussi, juste pour découvrir les sciences humaines et sociales dans son ensemble, il y a simplement le magazine des sciences humaines, qui a une chaîne YouTube qui fait des formats courts et des formats longs. Ils sont aussi sur Insta. Qui sont aussi sur Insta, oui. Et donc c'est chaque fois un petit thème différent, c'est assez didactique. Donc ça, c'est vraiment bien pour découvrir un peu. Et moi, j'avais un dernier livre à recommander, c'est Où va l'argent des pauvres. Ça, c'est vraiment de la bonne vulgarisation et c'est vraiment très introductif. Et pour le coup, ça parle vraiment de sujets qui reviennent souvent quand on parle de pauvreté. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Et c'est un livre de qui ? Alors, le nom, c'est... Il faut que je réfléchisse. Attends, Denis Colombi. C'est Denis Colombi. Mais voilà, si vous recherchez et que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à envoyer un message au cercle de sociaux de l'ULB et voilà, on vous répondra avec des sources et des trucs à voir. Voilà. Toujours. Eh bien, notre première émission touche maintenant à sa fin. Ça nous a fait super plaisir de lancer ce projet et on espère que vous, chers auditeurs et chères auditrices, en avez appris davantage sur l'univers de la sociologie et de l'anthropologie. Évidemment, on a dû faire des choix lors de la rédaction de ce podcast et on n'a évidemment pas pu faire le tour de la question totalement. Mais bon, on espère aussi que cette émission a suscité en vous quelques réflexions autour des sciences sociales, que ce soit sur la scientificité des disciplines, sur ce à quoi doit servir la sociologie et l'anthropologie, ou encore sur le lien entre la position de chercheur et l'engagement militant. Et donc on se retrouvera la prochaine fois pour parler du travail, le travail au sens large. On explorera ce sujet en passant en revue différentes formes de travail. Travail domestique, qui n'est donc pas rémunéré, manuel, sur l'exploitation, les bullshit jobs. On va passer par des cas pratiques et on essaiera de voir qu'est-ce qui se cache derrière le mot travail, quelle occupation est considérée légitime ou professionnelle. Et n'oubliez pas que ce podcast vous est présenté par l'équipe du CESA, le Cercle étudiant de sociologie et d'anthropologie. On est un cercle culturel implanté à l'ULB et on accueille des étudiants de tous horizons intéressés par les sciences humaines et sciences sociales dans leur ensemble. On organise souvent des apéros, rencontres, mais aussi des rendez-vous avec des chercheurs et des chercheuses. Et on assiste également à des conférences, des débats ou encore des projections. Donc n'hésitez surtout pas à nous rendre visite si vous êtes étudiant ou étudiante à l'ULB. Et qui que vous soyez, à nous suivre sur les réseaux sociaux sur cesa.ulb pour vous tenir au courant de toutes nos activités. Merci encore à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier podcast. Ça a été un immense plaisir pour nous et on vous souhaite une bonne journée
et on vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas, notre laboratoire en sciences sociales, c'est le monde. Merci à tous et à toutes. Merci, Bisous. bisous. Au revoir. Wouhou. Allez. On est trop Nice, hein. Tellement transpiré. Parfois, on a 9 minutes pour décaler. Ah, waouh. C'était trop bien. C'était génial. C'est trop bien. C'est trop cool, mec. J'adore, vraiment.